Hispanica pour cette dernière conférence du cycle Une heure, une œuvre, et qui va être consacrée donc à la musique espagnole. Merci à Philippe d'être ici, Philippe Aurel, qui est professeur dans un lycée ici donc à Villefranche-sur-Saône. Oui, qui est très représenté ici, qui a ses groupes du lycée. Alors, des anciens élèves, des collègues actuels, voilà. Donc à Louis Armand, et qui en fait est spécialiste de musique aussi, mais qui aime beaucoup tous les arts, puisqu'il s'intéresse aussi au théâtre. Et ce soir, il va nous parler plus particulièrement de la musique, puisqu'il a fait des travaux de recherche. Alors à l'époque, ça s'appelait le DEA, donc voilà, un DEA sur 7 arts, histoire de l'art et musique. Et puis ensuite, il a commencé un doctorat. Alors c'est assez sympathique de lire toujours les titres de thèse sur les influences des mouvements contestataires au temps de la musique, donc de la musique, l'influence de la musique sur les mouvements contestataires au moment du gouvernement de Thatcher. Voilà. Alors vous allez me dire quel est le rapport. C'est la musique, parce qu'il s'intéresse beaucoup à la musique et à tout type de musique. Et lorsque nous lui avons demandé, quand Vincent Cochet lui a demandé l'an dernier s'il voulait intervenir, je sais qu'il a dit, ah ben oui, tout à fait, la musique espagnole, ça m'intéresse beaucoup, j'ai déjà travaillé, comme ça me permettra de peaufiner ce travail-là. Donc merci à Philippe. C'est la dernière conférence de ce cycle, puisque moi, au mois de juin, on se consacre, comme vous savez, à la musique, mais à un plus gros événement encore, puisque c'est le festival de musique hispanique, les 5 et 6, ou 6 et 5 et 6 juillet, voilà, le samedi et le dimanche. Il y a 2 concerts le samedi, 2 concerts le dimanche. Les billets sont déjà en vente, ça commence à se vendre, c'est bien, et puis ça se vend, je sais, au fur et à mesure, c'est sur le site internet de la Villa Hispanica. Voilà, donc vous avez 4 concerts. Cette année, les 2 concerts du samedi sont consacrés d'abord le samedi après-midi aux voix hispaniques, les belles voix hispaniques de femmes, et notamment avec un fil conducteur Frida Kahlo et la musique. Voilà. Ensuite, vous avez le soir, ce sera la Colombie avec un quintet. Alors, c'est pas un quintet classique, c'est 5 musiciens, chanteurs et musiciens, et autour de la musique colombienne. Le dimanche, l'après-midi, c'est le tango, c'est l'Argentine, l'après-midi. Et le soir, c'est tout ce qui est musique latino-américaine revue à travers la parole de reggae. Voilà. Tout se fait ici dans les jardins de la Villa Hispanica, et s'il y avait un souci, on a même une solution de repli grâce à Christiane Zimmermann ici présente qui nous ouvre ses portes, ces magnifiques portes, juste de l'autre côté de la colline, donc dans une commune voisine, donc à Denissé. Donc merci pour tout. Comme vous le savez, ceux qui reçoivent la lettre info, vous aurez toutes les informations sur les prochaines conférences, il y en a 8 par an, qui sont ouvertes à tout public, 4 cultures générales, 4 cultures hispaniques. Déjà, on en a 4 de réalisés, concrétisés, on a même les dates, et puis les 4 autres, ça va se faire maintenant. Je ne peux pas trop dire parce que... Mais vous allez voir qu'il y a de très très belles choses encore l'année prochaine, notamment à travers un roman fiction, non-fiction, par l'intermédiaire d'Alain Vanier, qui nous raconte des histoires juridiques, policières, dans le milieu agricole, viticole, beaujolais. Et c'est, au départ, moi j'étais assez surpris, les quelques premières pages, et puis on rentre, c'est un bouquin de 200 pages, et ça se lit très très bien. Et l'auteur sera ici, bien sûr. Donc merci à tout le monde. Comme vous le savez, c'est participation libre, donc vous mettez ce que vous voulez à la fin en sortant, voilà, puisque l'art et la culture doivent être accessibles à tout le monde, c'est la philosophie de la Villa Hispanica. Philippe, merci beaucoup. Donc tu as 1 heure, 3 quarts d'heure, parce qu'ensuite on aime bien discuter. Et après, on a le petit vin qui accompagne. On a plein de petites choses à grignoter. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Oui, ben donc je voulais remercier Philippe, mais on vient de... Merci à vous d'être ici, ce dimanche de fête des mères. Je suis très content d'être avec vous. Je vous trouve d'abord assez courageux, en fait, parce que pour moi, c'est un défi, c'est un triple défi, en fait, que je vais tenter. Le premier que je tenais à vous dire, c'est que je ne connais pas un mot d'espagnol. Voilà. Non, presque pas. Bienvenue au club. Donc, c'est pas faute d'essayer. Donc, il faudra m'aider un petit peu sur certaines consonances et sur certains mots. Le second défi, comme le disait Philippe, c'est que ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection, mon domaine de recherche, la musique espagnole. Moi, j'étais plutôt sur la musique contemporaine et sur la variété anglaise et française. Et puis, ça rejoint un petit peu le troisième défi.
il est quand même de taille, c'est que quand je me suis penché là-dessus, après avoir dit oui à Vincent, je me suis aperçu que finalement il n'y avait pas tellement de sources, pas tellement de... l'historiographie est assez mince. Et puis je me suis rajouté un défi, c'est de faire le tournant du XXe siècle, c'est-à-dire avec deux compositeurs espagnols, Isaac Albéniz et Manuel de Falla. De Falla. On dit pas de Falla? Non, on dit des Falla. On dit des Falla. Et donc, voilà, donc là, quand j'ai un petit peu cherché dans mes bouquins d'abord, et puis après un petit peu par le biais d'Internet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Et s'il n'y a pas grand-chose, c'est parce qu'il y a trop d'autres choses, en fait. Donc on peut peut-être commencer comme ça. L'idée, c'est quand même de dire que la musique espagnole, elle a été un petit peu... J'ai retrouvé une note d'un dictionnaire de musique et de musiciens qui a été publié à la fin du 19e siècle. Et quand il s'agissait de réfléchir et d'écrire des notices propres à la musique et à la musicologie, les deux auteurs qui étaient chargés de faire ce dictionnaire propre à la musique, personne ne sait rien à propos de la musique espagnole. Voilà ce qui ressortait de cette conversation entre les deux spécialistes. La musique espagnole, dans ce dictionnaire, est quand même un dictionnaire en 15 volumes, est expédié en 20 lignes. Vous imaginez comme la musique espagnole du 19e, d'accord, expédié en 20 lignes. Par contre, évidemment, la musique allemande, autrichienne, italienne, française, évidemment, il y en a des lignes et des lignes. Donc là, la spécificité de la musique classique espagnole, c'est qu'elle était cantonnée au 19e à des castagnettes, à des claquements de pieds, à des mains qu'on frappe et à quelques airs comme ça qu'on fredonne dans des bars un peu enfumés. Voilà. Donc, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc le défi, c'est de vous montrer qu'il existe une musique classique espagnole, qu'elle est singulière, qu'elle est originale, qui est à la charnière comme ça des 19e et 20e. Elle s'installe même sur le devant de la scène. Je vous ai amené 2-3 ouvrages, mais je vous les ferai passer si vous voulez. Ce numéro de Diapason, là, la grande aventure de la musique française et espagnole, en tout petit, vous voyez, mais enfin en moins gros en tout cas que français, nous montre que non seulement elle a eu une incidence très importante sur la musique française, mais qu'elle s'est inscrite tout au long du XXe siècle en France et elle a beaucoup servi au développement de la musique française. Donc, quelle singularité offre cette musique? Quelles sont les caractéristiques de cette musique? Pourquoi le nombre de compositeurs s'enthousiasment pour cette musique au tournant du XXe siècle? Cette musique qui, au départ, Ravel disait de la musique espagnole que c'était un folklore de pacotille. Donc, bon, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour cette musique. On va essayer de comprendre pourquoi, 40 ans plus tard, Emmanuel Chabrier écrit « La musique nationale en Espagne est d'une richesse incomparable ». Donc on va essayer de suivre un petit peu ce parcours. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Espagne ait également sa propre musique nationale qui fasse parler d'elle dans le concert des musiques européennes. Ça va? Alors on démarre. La première idée, c'est que cette musique classique, elle ne peut pas être dissociée d'un mouvement beaucoup plus large, en fait, qui est le mouvement de la génération de 98. Là, je vous laisse traduire en espagnol, je ne me permettrai pas. Donc c'est le nom par lequel furent traditionnellement réunis des écrivains, des essayistes, des poètes espagnols qui sont très affectés à la fin du XIXe siècle par la perte du prestige de l'Espagne, par une crise politique profonde, sociale aussi, par quand même cette guerre hispanico-américaine qui lui voit perdre Porto Rico, Cuba, les Philippines en 1898. Donc il y a une vraie crise, si vous voulez, de l'Espagne de la fin du XIXe siècle. Le jeune Albéniz, d'ailleurs,
dit à un moment donné, j'ai trouvé ça dans un ouvrage, j'ai mal à mon Espagne. Donc il y a ces artistes ont envie de partager un même mouvement, qui est un mouvement commun à la recherche d'une Espagne qui pourrait être cette Espagne réelle. D'accord ? Il l'appelle Espagne réelle, loin d'une Espagne officielle, grandiloquente, synonyme d'enrichissement, qui a oublié l'Espagne des petits villages. Hein, c'est ce que j'ai mis en bleu, vous pouvez le voir sur donc le ruralisme, les villages abandonnés qui tombent en poussière. Ils veulent revaloriser ces traditions. C'est très important ça pour la suite de notre conférence, de penser que cette musique espagnole va chercher ses racines dans les petits villages, dans la poussière et la misère des campagnes espagnoles. D'accord ? Voilà. Il rejette également si vous voulez qu'on discute lors de la conférence, bien sûr, on peut échanger. Il rejette l'esthétique du réalisme, ces longues phrases, ces détails. Ils veulent, deuxième caractéristique aussi qu'on retiendra pour la musique espagnole, ils préfèrent le langage de la rue. D'accord ? Ce langage moins ampoulé, plus proche des gens de rue, et ils respirent les mots traditionnels typiques de la campagne. Ça va ? Voilà. Ils sont assez pessimistes, ils ont une attitude exigeante, ils sympathisent, et on le verra avec la première écoute d'ailleurs que je vais vous proposer chez Albéniz, ils sympathisent un peu avec les romantiques. Voilà. Donc, dans cette génération 98, il y a des écrivains, il y a des poètes, il y a des philosophes, il y a quelques musiciens. En fait, il y en a 3. Il n'y en a pas beaucoup. 3 musiciens qui sont là. Alors, il y en a 2 sur cette photo. Je n'ai pas trouvé de photographie originale avec les 3. On a en 1, alors je ne sais pas si vous voyez le 1, ma souris est voilà, ici. J'avais mis un petit 1 ici. Isaac Albéniz. Vous le voyez ou pas? Tout petit, hein? Ah ben la souris ne marche pas? Non, voilà, le petit 1 là-haut, avec la moustache là. C'est Isaac. C'est Isaac Albéniz. Vous le voyez? Et nous avons en 2 Enrique Granados. Ça va? La prononciation. Voilà. Nous n'avons pas, et c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, Manuel de Falla sur la photographie originale que je vous ai mis. Là, voilà, je vous ai mis 3 portraits. Albéniz en 1888, Enrique Granados en 1914 et Manuel de Falla en 1934. Ces 3 compositeurs, on en étudiera 2 seulement, hein, Albéniz et Manuel de Falla. Ces 2 compositeurs sont tout empreints de cette génération 98 et ils se disent pourquoi pas finalement en musique aussi traduire cette nouvelle perspective d'une Espagne tournée vers le rural, vers la campagne. Voilà. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par notre ami Isaac Albéniz. Alors il est né à Gérone, dans la province de Gérone, le 29 mai 1860 et il est mort en France. C'est important de le noter parce qu'il est évident qu'on va parler de la France énormément dans cette conférence. Il fait des études à Madrid, c'est un brillant élève, c'est un très brillant pianiste dès le départ, un prodige, un surdoué, conservatoire de la ville. Il adore la littérature française, celle de Jules Verne qui dévore, et puis il commence des nombreux voyages. Alors d'abord en Espagne, Salamanque, Valladolid, Cadix, puis il s'envole un peu plus loin, Buenos Aires, Cuba, Liverpool, Londres et Paris. Donc ça c'est une première donnée caractéristique de cette musique espagnole au tournant du XXe siècle. Il n'y aurait pas de musique espagnole propre sans ces voyages. D'accord ? Ils voyagent, ils écoutent ailleurs, ils s'imprègnent de l'ailleurs. D'accord ? Voilà.
Il rencontre également des musiciens, et pas n'importe lesquels, j'en ai mis deux, mais il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'autres, hein. Liszt, Schumann. Alors, on pourrait dire qu'Albéniz, finalement, il n'est pas très espagnol au niveau de sa musique. Il va commencer à se nourrir un petit peu du romantisme allemand. En plus, on ne sait pas si c'est le romantisme allemand qui va à lui ou c'est lui qui va au romantisme allemand, parce que le romantisme allemand, c'est le sacre du piano et le goût de la virtuosité. Je ne sais pas si vous connaissez les œuvres de Liszt, que vous les avez déjà écoutées. Tous les musiciens d'aujourd'hui vous disent qu'elles sont injouables. La hauteur de notes est trop impressionnante, la série d'octaves est trop... C'est extrêmement compliqué. Donc c'est virtuose, c'est du génie, et dans ses voyages, si vous voulez, Albéniz, il va se nourrir des écoles nationales, c'est-à-dire qu'il va comprendre que les compositeurs se puisent dans des musiques traditionnelles de leur propre pays pour exprimer leur patriotisme, leurs sentiments nationaux. Il va par exemple écouter beaucoup de Frédéric Chopin, d'accord ? Frédéric Chopin, c'est les polonaises, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le mot veut bien dire voilà. Liszt, c'est les rhapsodies hongroises, donc là aussi, on voit bien donc, il voyage, il entre en contact avec ce romantisme, il se rend compte que finalement, ailleurs, on essaie de créer une musique patriotique. D'accord ? Donc, je vais vous présenter une première œuvre, c'est la Pavane, opus 12, et vous allez essayer de voir dans cet extrait que finalement, il n'y a, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, hein, il n'y a pas grand-chose d'espagnol pour l'instant dans les premières œuvres d'Albéniz. Ceux qui écoutent la musique classique pourraient, dans l'extrait que je vais vous montrer, je vais vous faire écouter, pardon, reconnaître des pièces de Schumann, reconnaître également Chopin, reconnaître, pourquoi pas, allons jusqu'à faire reconnaître Brahms par exemple. Écoutez, puis dites-moi, enfin on verra, mais il n'y a pas beaucoup de castagnettes, il n'y a pas beaucoup d'olé olé, on est près du Rhin et on est quand même voilà, dans le romantisme allemand. Forme sonate classique. Je ne sais pas si vous voulez. Ça va, vous avez... Oui. Donc l'Espagne est encore assez lointaine hein, dans ce mouvement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, on a quelque chose d'assez classique. Moi, personnellement, j'écoute ça. Bon, alors, je connais un petit peu, mais je n'en voudrais pas à la personne de se tromper de pays hein, en écoutant cet extrait. Voilà. Donc il fait un petit peu ces gammes, et d'ailleurs il les appellera mes petites saletés, Isaac Albéniz. J'ai travaillé mes petites saletés, c'est-à-dire qu'il travaillait ses compositions, parce que c'est une composition de lui, hein, qui vient de son âme, de son cœur, mais on voit bien qu'il puise. Alors est-ce qu'il est un peu plagiat? Ok. Alors il débarque à Paris, il voyage à Paris, et à Paris il dit quand même quelque chose en 1889 qui est, je trouve, assez éloquent. Une évidence m'a frappé en pleine figure, la musique ne devrait pas être qu'une simple distraction pour les gens frivoles et dissolus. Nous étions 3 Espagnols réunis dans ce coin de Paris, et notre devoir était de lutter vaillamment pour la musique nationale de notre pays.
Alors, les voyages, c'est bien beau, mais l'exil, pour de nombreux musiciens, est l'occasion d'une prise de conscience. Ça, c'est vraiment la deuxième idée importante. Paris a joué un rôle déterminant dans la naissance, dans la renaissance de la musique espagnole. Et la première véritable œuvre d'Albéniz, c'est la suite espagnole, opus 47. D'abord, on n'est plus sur la suite opus 47, ça s'appelle la suite espagnole, opus 47. Une suite espagnole écrite à Paris. D'accord ? J'ai mal à mon Espagne, souvenez-vous. Il a voyagé, il a accumulé des idées de patriotisme un petit peu à l'étranger, il se retrouve à Paris, rencontre d'ailleurs à Paris des musiciens, et puis il se dit, mais pourquoi moi, j'ai mal à mon Espagne, je vais proposer une musique espagnole depuis Paris, et c'est cette suite espagnole qui évoque le flamenco, évidemment. Alors, il ne faut pas non plus... Il va se servir du flamenco. Alors, le flamenco, je vous ai mis une définition, c'est un genre musical, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais le flamenco, c'est une danse. C'est une danse qui se danse seule, qui est créée par le peuple andalou, et que Albéniz se serve du flamenco, il n'est pas le seul à se servir d'une danse pour travailler et composer la musique. Chopin, par exemple, va composer des polonaises. La polonaise est une danse. Strauss va composer des valses. Évidemment, les valses, vous le savez, sont une danse. Donc, finalement, se servir du flamenco en se disant c'est le flamenco qui va me permettre de proposer cette musique espagnole, c'est pas complètement... Donc la suite espagnole est constituée de 4 pièces. Granada, Catalunya, Sevilla et Cuba. Ça se dit comme ça va ? Catalunya. L'éditeur Zosaya, qui va éditer ces pièces, republie la suite espagnole et en ajoute 4. On trouve 4 autres. Cadiz, Asturias, Aragon et Castille. Donc chaque région est associée à un style musical. D'accord ? Grenade à la sérénade. La Catalogne à la curanda. À Cuba, c'est un nocturne. Dans le style d'une habanera. Donc, chaque région a un style musical propre. Alors, je vais vous faire écouter l'Asturias, que Albéniz appelait la passion lyrique du flamenco. Donc, comme je vous l'ai dit et comme je le redis, les compositeurs espagnols ne sont pas les seuls à puiser leur patriotisme dans la danse. Je vous l'ai dit, les polonaises de Chopin, les danses hongroises de Brahms. Donc le flamenco, c'est chanté. Les percussions qui accompagnaient le flamenco, c'était d'abord les mains, d'accord ? Le frappement des pieds. Alors je ne le savais pas, mais on l'appelait les zap, j'allais dire, des castagnettes. Le rythme du flamenco, appelé compas c'est le maître, voilà. Il est à 12 temps. Le tempo, parce qu'il ne faut pas confondre en musique classique temps et tempo, varie selon les différentes formes de flamenco, mais on est à peu près entre 70 et 240 battements par minute. Donc on peut être sur du... le spectre est assez large du flamenco. Alors, je vais vous présenter l'extrait d'Asturias numéro 10, opus 47. C'est une sévillane. On est d'accord ? La sévillane est une danse. Ses origines remontent au XVIIIe siècle à Séville. Et regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle a émergé comme une forme de divertissement populaire lors des foires et des célébrations locales. Vous vous souvenez de la génération 98, ruralité, village, donc vous vous souvenez du programme, on est bien dans l'Espagne rurale, dans l'Espagne populaire. Voilà. On ne va pas chercher une danse urbaine, on est vraiment dans une danse de village. Elle se danse à 2, à 1 ou plusieurs couples en cercle.
Albéniz va appliquer cette danse au principe de la musique classique en tentant dans cette pièce de retranscrire le folklore espagnol. Alors, comment il s'y prend? Bon, alors là, j'ai essayé, là on va essayer de faire un petit peu de musicologie. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, en musique, on a un carré magique qui, en gros, si vous voulez, et je vous conseille un jour, si vous aimez ça, d'acheter ce petit livre, qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Écouter la musique classique, ça s'apprend. Il est formidable. À chaque page, vous avez une petite explication. Et en gros, vous avez quatre fondamentaux dans la musique classique. La durée, l'intensité, la hauteur et la sonorité. Voilà. Et je vous ai mis par la suite, voilà, l'intensité, on n'a pas la souris là? Alors, l'intensité, c'est pareil. Vous voyez sur la partition de ce que je vais vous faire écouter? Oui. L'intensité, c'est allegro. Ça va? Donc, une intensité, c'est la vitesse, en quelque sorte, à laquelle la musique va se produire. Presto, allegro, andante. La mesure et martelant, c'est-à-dire que là, quand on voit martelant, c'est qu'on reproduit les... Voilà, exactement. On l'écoute? Vous attendez? Alors, dans le flamenco, 12 battements. Dans le flamenco, le temps fort se trouve à la fin de chaque mesure et non au début. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Donc, il va essayer de reproduire ça. Alors écoutez-le, puis me dites-moi s'il y arrive ou pas. Il n'appuie pas sur. Vous voyez qu'il appuie sur. Voilà. Après, il reprend la coupe. Là, il n'appuie pas. Oui. C'est beau, non? Est-ce que vous voyez la différence avec sa première œuvre de tout à l'heure? Oui. On sent que là, déjà, il exprime son Espagne, non? Alors, il a une... Et je vous l'ai trouvé, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous l'ai trouvé à la guitare. Alors là, on est en Espagne. Voilà. Donc, progression dans c'est probablement la plus connue de toutes les pièces de cette suite, qui, je vous le rappelle, reprend donc le nom de ville et s'appelle La Suite espagnole, créée depuis Paris. D'accord? Voilà. Alors, il va encore aller plus loin dans une deuxième œuvre, qui est sa grande composition, qui s'appelle Iberia. Et Iberia est une suite pour piano écrite par Isaac Albéniz entre 1905 et 1909. Il est à Paris depuis une vingtaine d'années. Hein. On l'a vu, je vous l'ai dit. Hein, il est vraiment à Paris. Il aime Paris. Paris l'a accueilli à bras ouverts. Mais son Espagne natale lui manque. Il est reconnu de tous. Debussy l'adore. Fauré, on n'en parle pas. Il est malade, par contre. Très malade. Et il veut créer
plusieurs livres qui évoquent pour lui son Andalousie. Voilà. Donc, c'est son œuvre la plus connue. C'est encensé à l'époque par Claude Debussy. Olivier Messiaen, beaucoup plus tard, dira qu'il la représente comme le chef-d'œuvre de l'écriture pour piano. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette œuvre, que je vais vous faire écouter, un extrait évidemment, c'est l'aboutissement d'une conciliation entre le folklore espagnol et les techniques musicales qu'Albéniz a acquis tout au long de sa formation académique. Donc c'est à la fois du classicisme, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a voyagé, il a fait ses gammes, comme on l'a entendu avec la pavane, sur la musique allemande, la musique... Mais il est maintenant, il est vraiment espagnol et il veut développer ce folklore espagnol. Donc, on a 4 livres. Alors, je vous les présente très vite, mais les livres 1, qui sont dédiés à Ernest Chausson, Chausson qui est un compositeur français, avec la première pièce qui s'appelle Evocación, la deuxième pièce, le El Puerto. Je vous ai mis une petite photo du port de Sainte-Marie dans la province de Cadix. Et la troisième pièce qu'on va écouter, qui est le Corpus Christi pour la fête Dieu à Séville. Donc vous voyez qu'il resserre pratiquement, au niveau de la géographie, il va resserrer le local par rapport à la suite espagnole. Il est extrêmement fin maintenant à l'échelle très locale. Les 3 pièces du livre 2 sont dédicacées à Blanche Selva. On ne sait pas, la première c'est Rondena, probablement une évocation de Ronda dans la province de Malaga, probablement, mais ça peut être aussi une danse inspirée du flamenco. Il y avait autant de danses qu'il y avait de villages dans l'Espagne, je caricature à peine. Oui. La deuxième pièce c'est Almeria, du nom de la ville d'Almeria, là je pense qu'on ne se trompe pas. Et la troisième pièce, c'est Triana, reprenant une danse, encore une fois la danse, vraiment, inspirée du flamenco sévillan. Elle est dédiée à Blanche Selva. C'est pour vous montrer, si je me suis permis de vous montrer les dédicaces, c'est pour vous montrer que il est toujours, enfin, c'est toujours ces allers-retours entre la France et l'Espagne. Il compose pour l'Espagne, son Espagne lui manque, mais il dédie ses pièces à une pianiste, en l'occurrence française, pédagogue, Blanche Selva. D'accord? Le livre 3, qui sont dédiés à Asselmans, qui est une pianiste, qui est la compagne de Gabriel Fauré. Et vous voyez, comme je vous parlais de la géographie et du local, la première pièce, c'est un quartier gitan de Grenade. Donc là, on resserre vraiment... Voilà, la deuxième partie, c'est un quartier populaire de Madrid. Vous vous souvenez ce que je vous disais tout à l'heure? Le populaire, le peuple, très présent, et Lavapiés, je ne sais pas si je prononce bien, autre quartier populaire de Madrid. Et enfin, le quatrième livre, qui sont dédicacés à l'épouse de Pierre Lalo qui est un critique musical français, mais toujours Malaga, Jerez et Eritana, qui est une auberge située hors les murs de Séville. Voilà. Ça va? Oui, très bien. Merci. Alors, la fête Dieu à Séville. La fête Dieu à Séville, c'est donc la troisième pièce du livre 1. Je suis un petit peu embêté, mais j'ai fait une petite erreur. Je m'en excuse, c'est que j'aurais dû télécharger mes petits extraits. J'aurais voulu là vous montrer, en plus, l'extrait de cette pièce de Barenboim. Je ne sais pas si vous connaissez Barenboim, mais Barenboim, c'est vraiment le dernier grand géant du piano argentin d'origine. Et dans son programme, j'ai retrouvé dans le diapason numéro 576, alors je ne l'ai pas amené celui-ci, mais je trouvais intéressant le titre de la journaliste, de Clotilde Maréchal, qui titrait Barenboim ou l'Espagne à Paris. Je trouvais ça assez rigolo. Et puis ce qu'elle met ensuite, les 28 et 29 janvier, Daniel Barenboim se produira à la salle Pleyel au piano autour d'une thématique espagnole. Depuis bien longtemps, écoutez, l'Espagne enflamme l'imagination des pianistes. La terre du Sud, c'est l'opium de leur travail.
le prétexte à l'épanchement sensuel. Isaac Albéniz, dans La Fête Dieu à Séville, voulait gommer l'exotisme, c'est-à-dire voulait essayer d'effacer le trot d'Espagne par le classicisme. Il échoua, heureusement. D'accord ? Voilà. Donc on voit bien que, et encore aujourd'hui, hein, moi je me souviens de quand j'habitais Paris, les concerts et les spectacles autour de la musique classique espagnole, ça fait complet. Hein. On l'écoute? Ah bah alors on va pas écouter Barenboim du coup, parce que je ne veux pas. Mais on va quand même écouter cet extrait, et je ne sais pas si je la suis avec vous en l'écoutant. C'est une pièce vraiment brillante, hein, qui évoque la procession de la fête Dieu. Alors c'est une marche, d'accord? La marche c'est au niveau c'est un 2/4 de temps, hein, sur la marche, d'accord? C'est un genre musical régulièrement cadencé, et je vous la fais écouter maintenant. On peut la suivre d'ailleurs. On aurait presque pu la suivre, si je peux me permettre. Voilà, là. Vous voyez là? Vous voyez là? Non mais, je vous dis, on la remet. Hein. Vous voulez bien? Oui. Ça c'est formidable. Donc en fait c'est une procession lors du vendredi saint, d'accord, lors de l'adoration de la croix. Lors de la procession, il s'envoie des flèches de fenêtre à fenêtre, donc c'est extrêmement patriotique et extrêmement folklorique. C'est d'une extraordinaire difficulté pianistique, de toute façon. J'aimerais vous la faire écouter tout entièrement, mais on n'a pas le temps. À la fin, la procession s'éloigne. Donc là, la procession, elle navigue dans le village. Hein, d'accord? Voilà, puis j'ai noté Ravel, hein, quand même, ce qu'il dit. Je pense que ça se... voilà, donner tant de choses à voir et à entendre. Improvisation de guitare approche de la procession. Donc, évidemment, toutes ces œuvres peuvent se jouer à la guitare. Hein. Explosion d'enthousiasme avec 10 doigts sur un clavier piano tenait de la gageure. Voilà, c'est Ravel qui le dit dans un numéro de Classica que je vous ai amené aussi. Un Français envoûté par l'Espagne. Voilà. Ça va pour Albéniz? Donc, évidemment, il va poursuivre un tout petit, il va décéder assez vite, hein, mais comme ma conférence est vraiment sur la charnière, vous voyez, il a donné comment dirais-je, la vitesse à la musique espagnole classique au tournant du XXe siècle. Alors, il y en a un autre, alors lui qui va encore aller plus loin, c'est Manuel de Falla. Monsieur Cochet m'avait dit de Falla. De Falla. Alors, c'est Manuel, encore et toujours des voyages, encore et toujours Paris, fréquente Debussy à Paris, encore des premières œuvres nourries de romantisme. Je vais vous en faire écouter une. Alors là, on est vraiment, voire de post-romantisme. Sa première œuvre, 1899. Hein. Il est tout jeune. On est vraiment, vous voyez, sur le même chemin. Hein. On est d'accord? Puisque après, il va composer à l'ornière du nouveau siècle ces 4 pièces espagnoles. Donc, on est vraiment sur la même
la même idée. Hein. On va puiser l'Espagne ailleurs, on rencontre et on discute musique ailleurs, et puis on essaie d'inventer l'Espagne d'ailleurs. Hein, d'accord. Donc, première œuvre, alors là par contre, si vous connaissez l'Espagne, on est pareil que la pavane d'Albéniz. C'est encore plus flagrant. Parce que là, on est vraiment, là, on est vraiment dans le romantisme. Là, on n'est pas du tout en Espagne. Là. Si? On est presque chez un nocturne de Chopin. C'est très chopinesque, ça. Non, mais c'est. Même cette année. Voilà, donc vous voyez qu'on est vraiment sur la même idée. À Paris, donc, il compose ces 4 pièces qu'il appelle 4 pièces espagnoles. On revient toujours à la même idée. Je ne veux pas dire qu'il recopie, mais ces 4 pièces célèbrent les 4 régions, l'Aragon, dans la première pièce, la paresseuse et sensuelle cubana, la montanesa, qui célèbre la montana, partie de la Castille, comprise entre le Pays Basque et les Asturies, et l'Andalusa, dont on va écouter un extrait. Je vous l'ai mis à la fin du PowerPoint. Tout cela doit vous rappeler un certain Albéniz. On retrouve le folklore espagnol propre aux 2 compositeurs. D'accord? Et après, je vais vous montrer qu'il va dépasser Albéniz. Il apprécie beaucoup Albéniz, il reconnaît en lui un génie, et il reconnaît en lui d'ailleurs l'artisan de cette musique classique espagnole, mais en 1904, Di Falla va dire à propos de la musique d'Albéniz, et c'est là que les routes vont se séparer, la musique occidentale est pervertie par l'harmonisation, procédé contraire à la nature de nos mélodies, qui, comme en Russie, sont basées sur les modes anciens, ceux de la liturgie et de l'Orient. Donc, l'idée de Di Falla, c'est de revenir à l'Espagne musulmane, avec ces sons qui parsemaient l'Espagne musulmane, et on va essayer, si vous le permettez, de reprendre, je ne peux pas revenir, mais de reprendre cette... il le dit à un moment, perverti par l'harmonisation. D'accord? Alors l'harmonisation, c'est l'étude de la formation des accords. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, un accord, hein, de leur enchaînement, un accord, monsieur Péchet, oui, des relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres de leurs fonctions. Donc, De Falla va imposer à sa musique des accords renversés. Il considère que les accords sont trop consonants, trop agréables à l'oreille. Il faut bousculer tout ça, en fait. On a même parlé un petit peu d'impressionnisme en musique. Il va vraiment donner sa lettre de noblesse aux accords rockeux. On n'est plus dans des accords toniques simples. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin voilà, il va nourrir ces accords d'altération. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être un peu l'altération. Donc en fait, il va vraiment nourrir ces accords soit de bémol, soit de dièse, soit les augmenter, soit les diminuer. Il va casser un petit peu les codes. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Albéniz était classique et folklorique. Di Falla ne veut plus du classique.
il veut le rejeter très loin. D'accord? Donc, il faut casser ces codes. On n'est pas très loin, mais on n'y est pas encore, hein, dans ce qu'on appellera la musique atonale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire une musique avec des hors tonalités principales. D'accord? Deuxièmement, il le met dans sa citation, contraire à la nature de nos mélodies basées sur l'Orient. Alors ça, c'est intéressant parce que De Falla va utiliser l'idée qu'il faut se resservir du quart de ton. Alors le quart de ton, il n'existe pas sur un piano, hein, puisque je ne sais pas si on peut remettre, mais le quart de ton n'existe pas sur un piano. Et sur une batterie, il faut le quart de ton, ça donne ça. Je pense que vous allez, je vous en ai préparé un. Le quart de ton, ça donne ça. Écoutez. Vous voyez? Le quart de ton, le monsieur, là, je vous le referai écouter après. Vous voyez le monsieur, là, je voulais vous le montrer encore une fois en vidéo. Pour bricoler un quart de ton, attendez, je vais le remettre. Voilà. Vous voyez vous voyez le manche de la guitare, là? Oui. Alors, vous voyez un demi-ton, deux demi-tons, trois demi-tons. D'accord? Donc, s'il veut inventer un quart de ton, il faut prendre une allumette ou un scotch ou quelque chose ou un fil, le glisser là au milieu, vous comprenez? Et à ce moment-là, on invente un quart de ton. Et c'est ce que fait ce monsieur sur... voilà. Vous voyez, il bricole un petit peu. Le quart de ton, il est là. Je sais pas, on ne verra jamais ça, nous, sur nos partitions. Hein? Le bémol, il n'est pas placé comme ça. On trouve les quarts de ton dans ce qu'on appelle les maqams arabes. C'est vraiment ça. Vous voyez? Là, c'est une mandole algérienne. Alors ça, De Falla, quand il entend ça, il se dit, moi, je veux ça. Je veux ça dans mes musiques. Là, Albéniz était trop consensuel. Je vous ai montré tout à l'heure sa citation à Albéniz. Hein. Je vous ai dit, voilà, à De Falla sur Albéniz. Hein. Il faut casser les codes de cette musique. Il faut aller plus loin. Et De Falla va aller beaucoup plus loin. Il va inventer une nouvelle mélodie qu'on va appeler l'alambrisme musical. D'accord? Alors, là, on pousse très loin. Hein. Alors, l'alambrisme du nom d'Alhambra, enfin, le lieu emblématique de la culture andalouse, il y a des subtilités harmoniques, des utilisations de quart de ton. Il va ouvrir également à l'orchestre. Et Manuel de Falla est un représentant éminent de la seconde vague nationaliste, c'est-à-dire qu'il pousse le nationalisme beaucoup plus loin que faisait Albéniz. D'accord? Oui, Albéniz, il y avait du nationalisme, mais il se servait beaucoup encore d'un certain classicisme. Là, De Falla, il n'y en a pas du tout. Je vous ai mis les noms des musiciens ici qui quittent vraiment le post-wagnérisme. Hein, on n'est plus du tout chez Chopin, on n'est plus du tout chez Wagner. On a quitté, par exemple, si vous écoutez les œuvres de Janáček, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ou Sibelius en Finlande. Alors Sibelius, c'est incroyable parce que vraiment, ses premières œuvres, on sent on sent le souvenir de Schumann, on sent le souvenir. Et puis il y a un décrochage comme ça, pareil pour Béla Bartók en Hongrie, ou Smetana par exemple. Smetana qui va écrire l'œuvre principale de Smetana, c'est Ma patrie. Donc ça veut tout dire en fait. Hein, d'accord? Donc je l'ai mis à la fin et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut retenir pour De Falla, c'est la libération de l'hégémonie germanique. C'est fini. Enfin, c'est fini, c'est pas fini parce qu'on a malheur, c'est pas fini du tout, mais on a quitté, on a mué, si vous voulez, et De Falla est vraiment un chantre de la musique espagnole, tout espagnole. D'accord? Et je pense que son œuvre la plus importante, c'est La vie brève. Alors là aussi, je voulais vous la faire écouter parce que ça reprend toutes les caractéristiques qu'on a vues au terme de cet exposé.
le thème très passionné, très rythmé comme un flamenco, l'utilisation de notes répétées, d'accords plaqués, d'accord, pour marquer une sensation d'urgence et d'énergie, les quarts de ton orientaux. Hein. À ma connaissance, Albéniz, je n'ai pas trouvé une utilisation de quarts de ton orientaux chez lui. Or, De Falla s'en nourrit vraiment beaucoup. Il ouvre la voie à Lobos, que vous connaissez peut-être, un autre compositeur. Oui. Alors l'extrait, c'est pas celui que je voulais vous faire. Voilà. Encore plus vrai à la guitare. Si je peux le choper à la guitare. Le souffle et les couleurs de l'Espagne ont survécu par ces deux musiciens. Ils ont composé la voix du peuple d'Espagne. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut. La voix du peuple d'Espagne au XXe siècle. Les paysages andalous, les gitans, les Sierra Torrides. En dehors, et vraiment j'insiste, si vous devez retenir quelque chose de leur pays d'origine, hein, principalement en France. La capitale française n'est pas seulement une terre d'accueil, hein, c'est vraiment un centre de formation pour les compositeurs. Elle leur sert de révélateur. On peut aller au-delà de la musique, hein, on peut penser à Picasso par exemple, on peut penser aussi à d'autres formes d'art. Hein. Paris est le vivier de l'art. Albéniz a imposé le rythme du tango, hein, le folklore hispanique. Je vous l'ai dit, il a modifié les pulsations en portant la principale pulsation sur le troisième mouvement. De Falla, lui, va imprégner sa musique de l'Espagne orientale. D'accord. Et puis, je voulais finir en, voilà, Falla à Debussy. Alors, Falla, il avait rencontré Debussy, lui avait dit « j'ai toujours aimé la musique française ». Et Debussy à Falla, il dit « moi pas ». C'est-à-dire qu'aucun des compositeurs ibères ne se reconnaîtra dans la musique française, mais par contre, il y a beaucoup de musiciens français qui vont perpétuer le folklore espagnol dans leur musique. Berlioz, Aubert, Gounod, alors, oui, c'est avant, mais voilà, et ce magazine-là le dit très très bien. Les compositeurs français vont avoir vraiment du mal à quitter l'Espagne que leur a proposé sur un plateau Albéniz et De Falla. Et voilà, pour terminer, je vous propose, j'ai travaillé autour de 4 ouvrages. L'harmonie des peuples qui était, je ne sais pas si vous le savez, mais à Nantes, en janvier, il y a toujours un festival de musique classique. Et c'était les écoles musicales nationales au 19e et 20e siècle, une année. Et c'était le titre L'harmonie des peuples, et ils en parlent beaucoup là-dedans. Brigitte Françoise Sapé, qui est vraiment une spécialiste hein, de la musique classique, qui a écrit la musique au tournant des siècles. Donc elle travaille autour du 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. André Boukouchiev, là si ça vous intéresse, je l'ai, c'est le langage musical. Si vous voulez essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne la musique classique, lui il est vraiment génial. Et puis Isaac Albéniz, c'est Granados, qui est paru en 2012, qui est une biographie des deux compositeurs, et je m'en suis servi aussi. Puis il y a le petit guide illustré de la musique, qui est absolument génial. Voilà, moi j'en ai fini, et je vous remercie.